Bonjour Thomas, merci d'être avec nous. Est-ce que Merci à tu toi. peux te présenter? Je m'appelle Thomas Nuitor, j'ai 30 ans, je suis joueur et entraîneur de badminton et joueur à haut niveau et membre de l'équipe de France de para-badminton. Ok. Le badminton, est-ce que c'est un sport que tu as toujours pratiqué? Comment est-ce que tu es arrivé au badminton? Je suis arrivé au badminton sur le tard. Je suis dans une famille de sportifs à la base, mais plutôt de rugbyman. Voilà, donc j'ai toujours baigné dans le sport. Je suis passé un petit peu partout et j'ai touché un petit peu à tout. Et le badminton, ça m'est venu aux alentours des 17 ans. J'ai attaqué super tard. J'ai fait la transition que font souvent les joueurs de badminton, c'est-à-dire que je suis passé du tennis au bad. C'est grâce à ma maman qui m'a dit un jour, mais pourquoi tu ne ferais pas du badminton? Le terrain est plus petit, tu t'en tirais bien au collège, et voilà, du coup ça a été, ça s'est fait rapidement, j'ai vite essayé, et puis j'ai pris goût tout de suite à la compétition. Après, au début, jusqu'à mes 17 ans, quoi que je fasse comme sport, je voulais pas entendre parler de l'handisport parce que pour moi, l'handicap, je voulais en faire une force et prouver que même avec l'handicap, on pouvait réussir et battre les valides. Donc voilà, c'était vraiment, je voulais concourir avec les valides et prouver que l'handicap n'était pas un frein. Et du coup, tu disais que tu as commencé à 17 ans, donc tu as aussi fait du tennis. Ouais. Et avant le tennis, est-ce que tu as pratiqué d'autres sports? Avant le tennis, j'ai attaqué par le rugby, forcément. Là, le handicap a vite été un frein et je me suis arrêté assez tôt. Je devais avoir 13-14. Voilà, j'ai essayé de reprendre une année vers mes 19 ans, mais c'était trop compliqué pour des raisons administratives, là pour le coup. Voilà, mais après j'ai touché un petit peu à tout. J'ai fait pas mal de temps d'escrime, voilà, toujours en valide. J'ai fait du judo aussi au début, dans les basses années entre guillemets. Voilà, après si tu comptes avec ce qu'on appelait avant l'UNSS au collège-lycée, ben, j'ai touché un petit peu à tout. J'ai fait du hand, j'ai fait du foot, le rugby aussi forcément, et puis je pense que j'ai fait le tour, voilà, le tennis. Et ouais, je pense que j'ai à peu près fait le tour de tous les sports que j'ai pratiqués. Ouais. Ok. Donc tu disais que toi au départ, tu voulais pas qu'on te parle de handicap, et que l'idée c'était de montrer que tu pouvais faire aussi bien que les valides, que tu pouvais battre les valides. Est-ce que tu as des souvenirs de tes premiers pas, on va dire, dans le sport? D'ailleurs, ton handicap, tu as toujours eu cet handicap? Alors, le handicap, j'ai une hémiplégie du côté droit de naissance. Voilà, le handicap a été diagnostiqué à 6 mois. Ok. Donc, ce qui est très jeune, c'est l'avantage que j'ai eu, c'est que mon handicap a été tout de suite. Je l'ai eu tout de suite en fait, et du coup, j'ai vécu. Ça fait 30 ans que je vis avec mon handicap, et que du coup, j'ai dû adapter tout de suite mon schéma de vie qui avec un côté quasiment, voilà, les tâches du quotidien, tout ça. C'est vrai que c'est l'avantage que j'ai eu par rapport à des collègues par exemple qui ont une hémiplégie liée à un AVC, mais à 3-4 ans où il faut tout réhabituer. Voilà, moi j'ai eu la chance entre guillemets de pouvoir tout de suite tout adapter du bon côté. Je voulais pas entendre au début parler de handisport parce que déjà voilà, dans ma famille je suis seul qui ait cette difficulté-là, et puis que voilà, je voulais en faire une force aussi et prouver que même avec un bras en moins et une jambe qui boite, on peut faire du rugby comme tout le monde, on peut jouer au tennis, voilà. Et je m'en tirais pas trop mal d'ailleurs à l'école parce que bizarrement, quand je faisais, prendre un exemple, mais quand je faisais le hand et le foot, j'avais pas 40 000 postes à jouer, c'était dans les cages.
Ok. Ça peut paraître banal, mais le poste que je jouais au hand et au foot, c'était dans les cages. Donc le premier, je me rappelle d'une fois je sais plus, je crois que c'était au lycée, sur un tournoi du NSS où j'ai un gars qui me prend avec lui dans son équipe et je lui dis je vais aux cages. Il me regarde, il me fait tu vas aux cages, mais t'as qu'un bras. Écoute, laisse, on en reparle dans une heure. Voilà, du coup, j'ai plus le résultat du match, mais voilà, le gars derrière est venu me voir et, et il m'a dit ok, bravo, respect. C'est vrai que c'est des postes qui. Mais voilà, c'était aussi une force pour moi de me dire je peux le faire et je vais le faire. Ok. Et enfin, justement, tu vois, t'avais qu'un bras, donc c'est vrai que pour nous, enfin, voilà, qui avons la possibilité d'utiliser nos deux bras, on se dit, tu es dans les cages, si le ballon il part du côté où tu as le bras que tu peux pas forcément utiliser. Toi, comment est-ce que tu gérais ça? Tu te disais, peu importe, je vais trouver une solution. C'est à l'instinct après. Ouais. Gardien, de toute façon, il y a une part d'instinct. Donc voilà, tu t'adaptes. Tu tends le bras à gauche, tu tends le bras à gauche à droite. Tu trouves des parades que les valides n'ont pas, en fait. Et dans le rugby, en fait, quand tu as arrêté le rugby, tu disais qu'au bout d'un moment, ça devenait compliqué de pouvoir continuer le rugby pour plein de raisons. Mais est-ce qu'il y avait du coup le côté handisport qui aurait pu te permettre de continuer, ou vraiment tu étais dans cette idée, moi je veux faire comme les valides, donc si je peux plus, bah, je change. Le rugby, pour le rugby, ça aurait été compliqué concrètement parce que l'handisport au rugby, c'est le rugby fauteuil. Ok. Voilà, donc faut quand même avoir les deux bras de valide pour le coup, pour pouvoir tirer le fauteuil et le pousser et tirer le fauteuil et se déplacer. Il faut quand même avoir les deux bras. Donc là, pour le coup, ça aurait été très compliqué. Non, là où c'était compliqué, c'est en termes de dimension physique. Ouais. C'est que j'avais pas le physique à proprement parler pour, et que concrètement, plus je montais dans les catégories, plus les gars ils étaient bâtis. Alors c'était pas non plus les Golgoth de maintenant, mais c'était quand même bien carré, et toi t'es fin et en plus t'as un bras. Alors bon, Ouais, ça devient compliqué. concrètement, bon, tu vas pas faire carrière. Voilà, après j'ai trouvé une solution, c'est-à-dire que dans mes années lycée, l'UNSS, le rugby, je le faisais en tant qu'entraîneur. J'entraînais les collégiens. Voilà, et je prenais autant de plaisir que sur le terrain. Ouais. Donc, tu vois, dans le rugby, tu disais que du coup, si tu avais dû le faire en handisport, ça existe qu'en fauteuil. Et justement, pour en revenir au badminton, comment ça fonctionne un petit peu les catégories en handisport? Est-ce qu'il y a, enfin, toi, tu vois, tu es debout. Il y a aussi les personnes en handisport. Comment elles fonctionnent les catégories? Alors dans le parabad, il y a 6 catégories. Il y a 2 catégories fauteuil. En fait, on fonctionne par numéro, et plus le chiffre est grand, moins la catégorie est, plus l'handicap est faible. Voilà, donc on a 2 catégories fauteuil, WH1 et WH2, où la différence en fait c'est que H1 c'est des personnes qui sont sans abdos, WH2 sans abdos. SL3 qui est la mienne, c'est membres supérieurs et inférieurs touchés. Voilà, donc concrètement c'est beaucoup de double amputation au niveau des jambes et des hémiplégiques aussi. Ça représente les hémiplégiques, on représente un certain pourcentage dans cette catégorie-là. SL4 c'est juste membre inférieur touché. SU5 juste le membre supérieur. Et la dernière c'est SH6, c'est les personnes de petite taille. Et soit dit en passant, c'est le mois d'unanisme. C'est le quoi? C'est le mois d'unanisme ce mois-ci. Ah, c'est le mois d'unanisme, ok. Eh ben, bon mois d'unanisme à toutes les personnes qui sont concernées. Donc toi, du coup, tu m'as dit ta catégorie, c'est la SL3. SL3. SL3, ok. Et au niveau du terrain, comment ça se passe? Est-ce que du coup, vous jouez sur la même dimension de terrain? Est-ce qu'il y a des adaptations? Dans chaque catégorie, en fait, tu as une adaptation du terrain. Moi, dans ma catégorie, les simples se font
sur demi-terrain. Donc c'est vraiment du droit, on croise pas, c'est vraiment on joue que sur une moitié de terrain. Ok. Voilà, avec tout le demi-terrain, couloir du côté et couloir fond de court. Ok. Et Et en double, c'est comme et sur partie double, c'est le même terrain que les valides. d'accord. Et du coup, comment dire, dans ta catégorie, est-ce que vous êtes nombreux? Parce que c'est vrai qu'avec toutes les spécificités. En France ou à l'international? En France ou à l'international? En France, on est. Bah, en France, non, on n'est pas très nombreux. Pour donner un ordre d'idée, les derniers championnats de France, on était 6. Ça a fini en 2 poules de 3, je crois. Ok. Ouais, c'est ça. 6 dans ta catégorie. 6 dans ma catégorie. En SL3. Ouais, c'est le 3. Ok. Au niveau après, au niveau mondial, en français, on n'est que 2 maintenant vraiment à être Compétitif. ouais, compétitif, même si bon, Mathieu lui est beaucoup plus, on n'a pas les mêmes moyens et il est beaucoup plus compétitif que moi. Mais lui il est numéro 7, moi je suis 40e mondial. Après, SL3 au niveau mondial, on est une centaine, je pense. Ok. Ouais, une bonne centaine, ouais, je pense. Et tu m'expliquais justement qu'il y avait un quota entre guillemets pour participer aux compétitions internationales, c'est ça? Alors pour participer aux tournois internationaux, en fait, faut passer devant un médecin de la BWS, donc la Fédé internationale de badminton, qui valide en fait la catégorie. Ok. C'est-à-dire que suivant les critères de l'handicap, tu t'es placé dans une catégorie ou pas. Tu peux aussi ne pas être classifié et par contre à ce moment-là, ben, le para, tu dis au revoir et tu concours avec les valides. C'est ce qui s'est passé pour une collègue à moi quand j'ai attaqué le para qui elle avait un moignon et elle s'est fait recaler pour 1 cm. Wow. Un moignon trop long de 1 cm. Et du coup, elle doit concourir Et avec les du valides. coup, du coup, le para, elle a dit, elle pouvait plus jouer. Donc voilà, au départ, même elle ne savait pas que c'était considéré comme handicap. J'ai dit si, tu peux faire les championnats de France, tout ça. Et elle est venue au premier championnat de France. On a fait les premiers championnats de France ensemble. Et en fait, elle a passé la classif. Ils lui ont dit, ben non, tu peux pas jouer. T'es trop long de 3 cm. Et c'est la coach nationale qui lui a dit mais non, t'as fait de la route et tout, parce qu'à l'époque j'étais pas encore sur Lyon, je venais d'Aurillac et le championnat de France c'était à Colomiers. Et t'as fait de la route et tout, non, on veut que tu joues. Donc du coup elle a joué, elle est championne de France sur 2 années suite avec en simple dame, double mixte et même double homme, parce qu'il y a une année où il n'y avait pas assez de filles. Donc elle l'a fait en double homme et en fait à partir de ce moment-là, pour te faire officiellement classifier, tu passes devant les médecins de la BWF. Ouais. Et là, elle savait très bien que c'est qui tout double. C'est soit tu passes, soit ça casse et tu rentres à la maison. Et pour le coup, ben, elle est venue avec moi en Irlande et elle n'est pas passée. Et elle a pris l'avion le lendemain. Mais c'est vrai qu'en fait, si on prend son cas avec l'histoire de Moignon, bah, finalement, comme elle joue avec l'autre main, du coup. Oui. Donc, elle, on a du mal à imaginer qu'il y ait comment dire, une vraie différence au niveau du déséquilibre, des orientations, enfin la coordination, etc. Toi, dans ton cas, du coup, est-ce que justement, bon, t'es en situation de handicap, donc, mais est-ce que tu sens qu'il y a des adaptations, même si tu vois, tu es né avec cet handicap, est-ce que tu sens que tu as des adaptations à faire au niveau de l'espace, au niveau de la préparation physique? Quelles sont les adaptations que tu dois faire? Ouais, c'est plus de l'adaptation. Enfin, l'adaptation, il y en a eu déjà, il y a eu de l'évolution. En fait, je parlerais plus d'évolution parce que l'adaptation, après, forcément, tu adaptes tout, tu réfléchis différemment quand tu es hémiplégique. Tu as ta vie quotidienne, ton sport, tu adaptes tout en fonction de l'handicap. Voilà, et le handicap, il faut aussi le prendre en compte. C'est-à-dire que moi, une reprise d'appui, par exemple, c'était très compliqué pour moi en termes techniques. Une reprise d'appui, mon entraîneur, je me bats accessoirement tous les jours
pour ça avec lui parce que voilà, une reprise d'appui, tu peux la faire, mais pas comme un valide. C'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup moins de poussée sur la jambe droite qu'un valide. Ouais. Et du coup, après, il y a tout. Enfin, c'est dans la gestuelle, c'est-à-dire que dans la gestuelle des jambes surtout, voilà, c'est très. C'est très compliqué et t'adaptes, voilà, il y a du renfort musculaire à faire. Voilà, je fais beaucoup de renfort musculaire sur la jambe droite. On travaille beaucoup en proprioception à l'entraînement et avec des élastiques pour pouvoir renforcer la jambe et que je puisse pousser dessus. Après, c'est plus après le bras. Par contre, quand tu es joueur valide, en fait, tu vises avec ton bras non raquette pour pouvoir t'équilibrer. Moi, je peux difficilement le faire, donc j'essaye d'ouvrir, mais ça t'équilibre aussi. Et moi, du coup, en termes d'équilibre, je suis un petit peu lésé là-dessus, et c'est vrai que c'est très comparé à d'autres, c'est un désavantage pour moi. Ok, mais donc du coup dans ta catégorie, vous êtes un petit peu tous logés à la même enseigne a priori? C'est les catégories d'handicap, il y a des catégories où c'est très disparate, disparate, ouais. Et, par exemple, je te prends mon collègue numéro 1, lui, il a une tumeur à la jambe droite. Donc, alors, déjà, il fait quasiment 2 mètres. Il est super grand. Et puis, il a tout. Lui, pour le coup, c'est un handicap invisible, comme il en parle très bien. Mais c'est vrai que quand tu le vois contre moi, tu te dis, mais il a quoi? Alors, oui, certes, handicap, il a quasiment pas de jambes, quasiment pas de muscles sur la jambe droite. Mais voilà, c'est vrai qu'en termes d'équilibre, pour lui, pour le coup, il a les 2 bras qui marchent. Il est très. Voilà, lui, il y a des failles, mais il est. Pour le coup, il y a une différence. Voilà, pareil, le numéro 1, le champion paralympique dans ma catégorie, lui, il a la polio. Quand tu dis champion paralympique, donc il a la polio, ok. Il a le champion paralympique à Tokyo, parce que le para BAD est rentré à Tokyo. La première fois, c'était à Tokyo il y a 3 ans. Et lui, il a la polio. Donc pareil, au niveau des bras, il n'est pas touché, et en termes d'équilibre, il n'est pas impacté. Donc c'est pareil, les garçons qui sont en prothèse, mais ils vont avoir un petit peu plus de facilité à pousser. Alors pareil, la reprise d'appui, ils les font sur une jambe aussi, mais en termes de poussée, tu es quand même avantagé sur... Enfin, ça dépend dans quel sens tu vas, mais quand tu pousses vers l'avant, tu es quand même avantagé. Mais c'est quand même... voilà, donc c'est un tout, mais oui, au jour d'aujourd'hui, je pense que il y a des handicaps plus forts que d'autres. Et après, on peut pas refaire des sous-catégories parce que sinon on n'en sortirait pas. Mais voilà, après, je me bats avec mes armes depuis. Je suis rentré dans le para en 2014. 2014 en France et 2000. Je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais je suis rentré en 2014. J'ai fait les premiers championnats de France en 2014 et à l'international, je suis rentré en 2015. Quand tu dis que tu es rentré en 2015 à l'international, c'était quoi comme championnat? C'était un Open, c'était l'Open d'Irlande à Dublin. Alors en gros, je faisais pas encore partie de l'équipe de France. C'était collectif et équipe de France. C'est-à-dire que collectif, c'est toi qui finances tes déplacements. Équipe de France, t'es financé. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, par contre, je suis toujours pas financé. Faut savoir que dans l'équipe de France, il y a 3 groupes. Il y a le groupe A qui était le groupe des joueurs qui étaient à Tokyo en 2021. Le groupe B qui sont relève, entre guillemets, ce qu'on appelle relève, donc qui peuvent prétendre à monter dans le groupe 1. Et le groupe 3, c'est ce qu'on appelle développement de la performance. Donc c'est ceux qui peuvent prétendre potentiellement à monter en haut à un moment donné et qui ont un projet sportif. Du coup, moi je suis dans le groupe 3, sauf que le groupe 3, nous, on n'est pas financé. Voilà,
et que les tournois, ça représente quand même une saison à l'international, ça représente quand même une petite somme. Alors moi forcément je fais pas tous les tournois parce que c'est impossible. Il faut savoir que une saison internationale, ça représente à peu près entre 10 et 20 000 euros. Ok. Plus près des 20 000 que des 10. Dans les 20 000, donc tu mets quoi? Tu mets les déplacements, tu mets... Dans les 20 000, je mets les déplacements, les billets d'avion, l'hôtel sur les compètes, voilà, les aléages. Il y a l'équipement sportif aussi dedans. J'ai pas de sponsor matériel. Je paye tout, hein. C'est vraiment, je paye tout. Voilà, donc j'essaye de faire 2 à 3 compètes maximum par an pour pouvoir prétendre aux grosses compétitions. Il faut savoir que une année sur 2, on a mondiaux et championnats d'Europe. Là, cette année, c'était championnat d'Europe et l'année prochaine, ce sera mondiaux en Thaïlande, plus les JO. Mais voilà, clairement, la course au jeu, je suis lucide, hein. Les jeux, j'irai, mais en tribune, pas sur le terrain, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que les critères de sélection dans ma catégorie, il y a le simple et le mixte. Et en simple, c'est les 6 premiers mondiaux. Ok. Donc Et comment justement tu arrives à grappiller des places dans le classement mondial sans participer aux compétitions internationales? en participant, tu as déjà des points de valider en fait, et les victoires te rapportent beaucoup de points, te rapportent des points. Donc plus tu gagnes, plus c'est un petit peu comme Le tennis? ouais, il y a moins de points quand même, mais c'est pas la comptabilisation n'est pas pareille, mais oui, tu gagnes, c'est 1004 je crois pour un level 2, parce que les tournois sont notés aussi en grade, en level 1, 2, 3. Donc le level 1 c'est réservé par exemple aux 15 meilleurs mondiaux, les level 2 c'est au-dessus et tout le monde peut y participer. Et après, il y a level 3 et c'est pour ceux qui débutent potentiellement, c'est le plus bas. Mais par contre, on peut très bien avoir ceux qui peuvent faire le level 1, peuvent faire le level 2 et le level 3. Et toi, donc aujourd'hui, tu concours en quel type de compétition? Level 2. Level 2 et les championnats d'Europe que j'ai fait au mois d'août là étaient comptés comme level 1. Donc ça m'a fait beaucoup de points, parce qu'il faut savoir qu'un level 1, rien que la participation, c'est 4000 points. Level 2, la participation, c'est 500. Voilà, donc déjà tu fais 4000, donc il y a une différence. Et en plus, au championnat d'Europe, je fais quart de finale en simple. Donc top 8. Top 8 du coup. Non, oui, top 8 européen. Top 8 européen. Et du coup, ça m'a fait remonter à la 38 ou 39e place mondiale. Ok. Mais voilà, après, du coup, j'essaye un petit peu. Pour l'instant, les level 1, je peux pas les faire parce que c'est le top 15, j'en suis encore un peu loin. Mais voilà, l'objectif, c'est petit à petit de monter le plus haut possible. Si déjà je peux faire top 20 ou top 15 pour pouvoir aller aux mondiaux au moins une fois dans ma carrière, ce serait quand même pas mal. Ok, donc jusqu'à présent, ton meilleur résultat en championnat international, enfin même ta plus grosse compétition, c'était les championnats d'Europe. Ouais, c'est championnat d'Europe. J'ai fait 3 championnats d'Europe, 2016, 2018 et 2023. Parce qu'il y a eu la coupure, le Covid. Il y a eu la coupure Covid. Voilà, donc là, concrètement, j'ai dû couper et on n'a pas eu de compétition internationale. Donc j'ai fait 3 fois les championnats d'Europe et mon meilleur à chaque fois, ça a été quart de finale en simple, et 2016, je fais quart de finale aussi en double. Et après, j'ai eu une médaille internationale quand même, mais avec un partenaire qui aujourd'hui ne joue plus
ne joue plus au para. Ok. Parce qu'il avait un handicap. Alors, lui, pour le coup, il s'était fait classifier, mais après, il a fait le choix d'arrêter. Voilà, donc on a fait un tournoi en 2016 où on avait réussi à faire une médaille de bronze en Turquie. Mais c'est ma seule médaille internationale, mais celle-là, je la compte pas vraiment parce que. Enfin, je la compte, pardon. Mais c'était au début et je pense qu'aujourd'hui, j'ai moyen d'aller chercher encore une médaille, mais en simple. Voilà. L'objectif, c'est de. Après, le top 10 européen, le top 10 mondial, pardon, est vraiment au-dessus. Déjà, top 10, top 15, c'est vraiment à des années. Enfin, voilà, on n'a pas les mêmes moyens d'entraînement que. On est très différents à ce niveau-là. Justement, tu parlais de moyens financiers et là tu parles de moyens d'entraînement. Ce qui te sépare vraiment de ce top 10 ou ce top 15 mondial, toi tu le situes vraiment dans tout ce qui touche aux moyens financiers. Les moyens financiers te permettraient d'avoir de meilleurs moyens d'entraînement? Ouais, les moyens financiers feraient améliorer beaucoup de choses, c'est sûr. Voilà, ce qui me manque aujourd'hui, c'est beaucoup, de faire un ou deux tournois de plus, tu vois, pour pouvoir vraiment. C'est du temps de jeu international, parce que Ouais. en soi, ma saison représente beaucoup d'entraînement et très peu de tournois internationaux en fait. C'est à peu près un tous les 6 mois, tu vois. Le premier, c'était au mois de mars en Espagne. Je devais partir à Bahreïn au mois de mai, mais ça s'est pas. Enfin, il y a eu un petit couac, ça s'est pas fait. Et le second a été les championnats d'Europe. Tu vois. Et là, financièrement, je peux pas. Tu vas faire plus. Je peux pas faire plus. Du coup, Je peux pas faire plus, donc voilà. Après, j'ai la chance quand même de m'entraîner tous les jours, ce qui est pas donné à tout le monde. Mais je m'entraîne tous les jours avec mon club. Je m'entraîne tous les jours avec mon club, avec la section sport-études et 2 fois par semaine avec des valides. Plus une fois ou plus 2 fois où je suis en semi-individuel parce qu'on est 4 paras et du coup c'est l'avantage, c'est qu'on peut vraiment se focaliser sur les points à travailler. Après, il me manque aujourd'hui un préparateur physique, tu vois, par exemple. Je n'ai pas de préparateur physique. Et si j'avais, oui, je pense que si j'avais d'autres moyens financiers. tu pourrais investir dans le préparateur physique par exemple. Alors, c'est pas là où j'irai en premier, mais oui, je pourrais investir dans un préparateur physique. C'est surtout que ça me permettrait de faire des tournois, plus de tournois internationaux. Parce que ça me pourrait, voilà, le temps de jeu améliore forcément tes performances et tu peux aussi avoir du temps de jeu du coup et ça te permet de rester, comment dire, Compétitif. de rester compétitif, même si tu fais pas à chaque fois des victoires, au moins tu as du temps de jeu, au moins tu sais ce qui te reste à progresser, alors que voilà, c'est vrai que le temps de jeu sur 6 mois à l'international, c'est compliqué. Par rapport aux différentes contraintes que tu as, que tu expliques, Tokyo, tu disais que ce serait compliqué. Quelles seraient pour toi alors les grosses échéances à venir en 2024? 2024, je sais pas encore. Alors le planning, ça fait Paris, ça fait Égypte. Alors les championnats de France, oui, accessoirement, si on a un organisateur, parce qu'on n'a toujours pas d'organisateur pour 2024, étant donné que c'est en janvier. Ça urge. Ça urge un peu. Et je pense que voilà, ça va sûrement être reporté et décalé. Après, sur le plan international, le calendrier, normalement, ça fait Égypte, où peut-être je peux aller, qui est un level 3, mondiaux, Espagne, Bahreïn et Paris. Voilà, et potentiellement, l'Espagne, c'est sûr que j'irai, et Bahreïn. Bahreïn, qu'est-ce que c'est? C'est un tournoi international? C'est un level 2. Voilà, Ok. c'est un open qui fait partie. Après,
la qualif à l'Espagne, la qualif pour les Jeux sera arrêtée et les joueurs seront connus. Donc après, il y aura beaucoup moins. Enfin, on suppose qu'il y en a qui vont sauter des, euh, des tournois internationaux pour se préparer et se concentrer sur Paris. Voilà. Mais ça n'empêche pas que, voilà, même si je ne vais pas à Paris, le but c'est de monter dans le classement mondial et de monter le plus haut possible. Okay, donc à minima, par exemple, être top 25, top 30. Top 30, ouais, top 30, top 20, ce serait bien. Ok. Donc on a pas mal parlé de tout ce qui touche à l'aspect sportif. Toi, par rapport à la situation dans laquelle tu es, par rapport à ton handicap, etc., parce que je suppose que le manque de financement, il vient aussi du manque de visibilité. Est-ce qu'il y a des choses dans le quotidien, est-ce qu'il y a des causes, des associations, des actions que tu fais pour justement essayer de mettre un peu plus de lumière sur ton handicap? Alors, je fais pas partie d'assauts, je fais pas partie de grandes assauts comme d'autres le feraient. Voilà. Par contre, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur et que j'aimerais faire plus tard, c'est de sensibiliser les personnes au handicap visibles pour le coup, parce que je trouve qu'aujourd'hui il n'y en a pas. Les personnes sont très peu, les valides sont très peu sensibilisés. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de pourquoi pas être conférencier plus tard, d'animer enfin pas des débats, mais voilà, d'animer des conférences et de sensibiliser les personnes, pas forcément au parabad, hein, pas forcément rien qu'au parabad, mais vraiment à l'handicap et de leur prouver aussi que ça peut, qu'on peut faire des choses tout en ayant une difficulté et qu'on peut en faire une force. Donc là, par exemple, au mois de décembre, j'ai été sollicité par la Fédé pour pouvoir aller sur un projet de sensibilisation à l'handicap et d'intervenir auprès de personnes en situation de handicap et de leur faire découvrir le para. Donc voilà, et ça c'est quelque chose qui à l'avenir pourrait m'intéresser aussi. Moi, j'étais venu dans ton club pour tester un entraînement justement, et j'avais trouvé ça hyper intéressant. Est-ce que les journées découvertes, est-ce que vous faites des journées découvertes? Est-ce qu'il y a du public parfois qui vient aussi comme ça découvrir ton sport dans tes conditions à toi? Donc moi, j'avais la jambe qui était bandée. Est-ce que c'est des choses que vous faites parfois? Alors on n'a pas de journée de découverte du para au club. C'est vrai que c'est ce qui manque. Après, on organise chaque année une étape du circuit Parabad national où le but c'est de faire venir des personnes en situation de handicap et de leur faire découvrir le para. Donc c'est une compétition. Hein, mais du coup, on essaye chaque année d'attirer un petit peu plus de joueurs aussi pour pouvoir après aussi les faire enchaîner sur la compétition et sur les championnats de France. L'idée de ce circuit, c'est qu'il y a plusieurs étapes en France. Et l'idée de ce circuit, c'est déjà que les joueurs qui débutent dans le parabad aient une idée du goût de la compétition en fait, et une idée de savoir déjà dans quelle catégorie ils peuvent être ou non en fait. C'est pour éviter qu'ils viennent comme ma pote l'a fait sur les championnats de France et qu'on leur dise ah non. Donc généralement, suivant les étapes, il y a des fois les kinés de l'équipe de France qui sont aussi classificateurs qui se déplacent et qui leur donnent des infos pour savoir s'ils rentrent dans les critères ou non. Est-ce qu'aussi il y a cette volonté de faire découvrir, mais au grand public, pas seulement aux personnes qui sont déjà en situation de handicap, mais vraiment aux personnes, au grand public. Ouais, au grand public quand on peut. Après, c'est toujours compliqué. Faut avoir les moyens aussi, mais se dire invalide, je me mets en fauteuil. Ouais.
enfin, je suis pas sûr qu'ils soient enchantés. Enfin, voilà, toi, tu l'as fait, mais tu as joué le jeu et T'as vu que c'était compliqué à pousser sur une jambe. Après, c'est sûr que un valide qui joue sur demi-terrain avec une attelle de genou, mais il voit le truc différemment et il sait comment joue du coup. Voilà, il y a plusieurs méthodes entre guillemets pour pouvoir faire tester du para. C'est-à-dire que il y a la telle de genou pour bloquer la jambe, il y a jouer le bras en écharpe pour avoir la notion de manque d'équilibre dont je parlais tout à l'heure pour la catégorie SU5, il y a jouer en fauteuil pour découvrir les catégories fauteuil. Il faut savoir que chaque catégorie a sa spécificité au niveau du terrain aussi. Donc fauteuil c'est sur demi-terrain et on joue sans la zone avançante, sans la zone entre le filet et la première ligne de service. Okay. Moi, ce qui m'avait marqué aussi quand j'étais venu, et t'en parlais un tout petit peu au début, c'est que finalement, on sait qu'il y a un handicap, mais je me suis dit, si moi j'étais concerné, finalement, en fait, oui, tu te sens normal, entre guillemets, dans le sens où tu as des adaptations à faire, mais c'est ton quotidien. Et finalement, en plus, tu joues, tu vois, tu as ta catégorie, donc tu joues avec des personnes qui ont à peu près le même handicap que toi. Finalement, toi, tu le sens pas forcément, cette notion de handicap, on va dire. Tu as l'impression, enfin, tu fais ta pratique, elle te paraît le plus normal possible, quoi. Au jour d'aujourd'hui, le handicap, je le vis comme une force. Et je dis souvent que, enfin, je le dis avec un grand sourire, avec beaucoup de fierté, c'est au jour d'aujourd'hui, tu me proposes une main droite et une jambe droite valide, je dis non. Ouais. Je dis non parce que ça paraît tout con, hein, mais ça fait 30 ans que je vis avec, et que j'ai tout à tête des jambes gauches, une main droite, je ne saurais pas quoi en faire. Et c'est ce qui fait de moi aussi ce que je suis devenu. C'est-à-dire que j'aurais pas eu l'handicap, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui, je serais pas devant toi, je serais peut-être pas en équipe de France à traverser le monde et à jouer, à représenter ma nation. Je pense que ouais, j'aurais pas eu l'handicap au jour d'aujourd'hui, j'en serais pas arrivé là. Donc oui, voilà, j'en ai fait une force et j'ai envie aussi de faire partager et que toute personne handicapée se dise non, ta vie elle est pas finie, faut que tu te bouges, il y a des choses qui peuvent se passer, faut juste avoir envie de franchir le pas. Voilà, c'est là le plus dur, c'est que faut passer la barrière du j'ai cet handicap là et faut que j'avance. Voilà, moi j'ai mis 17 ans, j'ai mis 17 ans à le faire. Hein. Au début, comme je disais tout à l'heure, je voulais pas entendre parler de para. On m'a même présenté, je te disais tout à l'heure que je faisais de l'escrime avant. On m'a parlé d'escrime fauteuil. J'avais rencontré sur un tournoi le DTN à l'époque du tennis fauteuil, j'ai mangé le nom. Mais on m'a présenté le truc, j'ai dit mais pour moi c'est pas de l'escrime. Ouais. C'est moi pour moi, ouais, alors mais ça dénaturalise le sport. Moi j'avais pour habitude de tirer debout, on te met en fauteuil. Alors certes c'est tout aussi physique et c'est un autre sport, hein, mais pour moi ça me paraissait inimaginable de tirer en fauteuil. Voilà, mais il y a des choses où faut faire avancer. Voilà, on essaye, nous personnes, nous joueurs de para aussi d'impulser ces choses-là par les initiatives qu'imposent les clubs. Il y a beaucoup de journées découvertes de para. C'est vrai qu'à Lyon, on n'a pas ça encore. Peut-être sur ce point-là qu'il faudrait s'améliorer. Mais on a des joueurs para. Déjà, on a la plus grosse section
On est la seule section para du Rhône au Bacli, donc qui commence à prendre pas mal d'ampleur cette année parce qu'on on se retrouve avec à refuser des paras cette année. On n'a pas beaucoup de moyens, mais enfin de moyens pour les paras en tout cas. Mais on a quand même des joueurs qui sont investis dans le club et qui viennent au club pour faire du paraban. Donc déjà ça c'est bien. Ouais, donc, en termes de message, du coup, qu'est-ce que toi t'aimerais dire? Parce que justement, tu vois, tu as mis du temps à accepter le fait de faire du para. Mais finalement, maintenant que tu en fais, et comme je disais, tu vois bien que au final, tu as des adaptations à faire, mais c'est une force. Il n'y a pas spécialement de différence avec. Enfin, chaque personne doit composer avec ses contraintes personnelles. Et finalement, ça reste une force de pouvoir faire du para, de pouvoir faire tout ce que tu as fait jusqu'à présent déjà. C'est ça, et que c'est une force, ouais, et que je regrette rien. Après, voilà, encore une fois, le plus dur, c'est d'avancer et que ben, notre différence, c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Comment tu as fait? Quand est-ce qu'il y a eu le déclic? Comment ça s'est passé? Alors moi, c'était en 2014. C'était sur la compète nationale de mon ancien club où j'ai vu, on m'a présenté un joueur parade qui maintenant on est devenu pote, qui a la même chose que moi. Et lui, c'était l'inverse de moi, c'est-à-dire que son handicap se voyait beaucoup plus sur un terrain que dans la vie de tous les jours. Moi, à ce moment-là, c'était un petit peu l'inverse, ça se voyait beaucoup moins sur un terrain que dans la vie de tous les jours. Et à la fin, le juge arbitre, donc celui qui gère toute la compétition, le juge arbitre venait me voir et est venu me voir et m'a dit mais après le match tu viendras me voir. Alors à l'époque j'étais un peu sanguin, j'avais un peu l'habitude de casser des raquettes et de m'énerver. Et là je me suis dit mais attends, j'ai rien fait encore, pourquoi tu veux que je vienne te voir? Et il m'a présenté Hugo du coup et il m'a dit mais il part faire les championnats du monde et tout, il fait partie du collectif France et je l'ai vu jouer et c'est là où je me suis dit mais attends mais je suis meilleur que lui, enfin je pense être meilleur que lui, si lui il y va, moi je peux y aller. Et du coup ça s'est très vite enchaîné, c'était au mois d'avril. Au mois de mai, je faisais une première compétition à Castelnau-le-Lez dans l'Hérault et 6 mois plus tard, je faisais les premiers championnats de France où je faisais médaille de bronze avec mon ancien collègue en double. Donc ça a été très vite, mais voilà, au début, même la première fois que je suis arrivé au club du BAC, Badminton Arpajon Club, j'ai le président qui m'a dit mais l'handisport, on en fait, si tu veux, on peut t'amener, enfin moi je suis prêt à t'amener, à venir avec toi sur les compètes à droite à gauche. J'ai été catégorique, j'ai dit non. J'ai dit non, je veux courir avec le valide. Et il m'a dit un autre truc et là ça me fait marrer, c'est que il m'a dit mais parce qu'il y avait ma mère à ce moment-là avec moi et ma mère lui dit mais Thomas il est très compète. Et là le président de l'époque il me regarde, il me dit ah non mais compète on connaît pas, par contre nous c'est loisir. Et là tu te dis bon ok, alors je vais quand même garder le goût de la compète et voilà, et petit à petit ça c'était en 2011 ou 2012 je crois. Et petit à petit, j'en suis venu où on a changé de président et mon président a fait tous les championnats de France jusqu'à ce que je vienne à Lyon. Il est venu sur tous les championnats de France avec moi. Voilà, et là à ce niveau-là, je lui dois beaucoup aussi parce que peut-être que sans lui, sans eux, parce que le Badminton Arpajon Club a fait quand même beaucoup au départ. Sans eux, je serais peut-être pas là non plus. Donc c'est eux qui m'ont poussé à venir
à aller dans le para aussi. Ouais, donc c'est, enfin, on le sent, on le ressent, mais tu disais aussi justement tout à l'heure que tu voulais parler du handicap avec un grand H, entre guillemets, pas seulement focalisé que sur le para. Euh, Toutes ces personnes qui ont pu te soutenir, et donc notamment au club d'Arpajon, donc au-delà du para-badminton, aujourd'hui, c'est important quand même que les gens, c'est pour ça que je disais que est-ce qu'il ne faudrait pas faire des journées découvertes, des choses comme ça pour que le grand public y découvre, qu'il comprenne, qu'il essaye d'accompagner aussi donc les personnes, que ce soit dans le para-badminton ou toutes les personnes en situation de handicap. Toi aujourd'hui, c'est vraiment ce genre de choses aussi que tu aimerais mettre en avant, qu'on a besoin de tous fonctionner ensemble. Ouais, mais tu le dis, c'est très important à ce niveau-là. Et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui. Alors, on est un petit. Alors là, au mois de novembre, il y a la semaine paralympique, olympique et paralympique, la SOP, où on va avoir un petit peu plus de notoriété et un peu plus de promotion. Et où sûrement je vais être sollicité pour intervenir sur Lyon, ou quand, comment, je sais pas. Mais j'espère pouvoir être sollicité. Après, oui, c'est sûr qu'il manque des journées, au moins une en tout cas, de découverte du parabad. Il y en a partout, hein. Enfin, je pense qu'il y en a un petit peu dans toutes les régions. Voilà, et je sais j'ai des collègues qui sont en Ligue Occitanie qui ont ces journées-là. C'est vrai que dans le Rhône, à ce niveau-là, on est un petit peu. Mais tu vois, sachant que vous n'êtes pas très nombreux, tu parlais vraiment que toi, plus tard, tu voudrais être conférencier, parler du handicap, pas seulement du parabad. Est-ce que peut-être faudrait pas essayer de créer une journée où tu réunis l'ensemble des disciplines handisport, par exemple à Lyon, pour qu'il y ait plus de sportifs concernés, pour qu'on amène potentiellement plus de public? C'est vrai. Ça pourrait être une bonne idée. Après, il faut encore. Et que tu animerais. Bien sûr, oui. Et toi, du coup. Mais Non, ouais, c'est une idée, mais il faut encore, faut encore avoir les leviers pour pouvoir faire ça. Donc, c'est vrai que Lyon, c'est une grande métropole, c'est jouable, mais faut encore que les autres disciplines soient ok. Il y a plein de choses, bien sûr qu'il y a plein de choses à faire. C'est les journées de sensibilisation, mais je pense que c'est c'est un petit peu dans tout le handisport pareil, hein. On a tous ce problème-là, même si d'autres fédés font plus, même si des fédés font plus que d'autres, pardon. Mais ouais, je pense qu'il y a une évolution à mener, à creuser de ce côté-là, c'est sûr. J'espère qu'avec le temps et les JO de Paris, ça donnera une impulsion à ce niveau-là. Mais à voir. on espère en tout cas. Toi, justement, par rapport au jeu, tu ressens déjà quelques effets? Est-ce que tu as le sentiment que que les lignes bougent un peu, qu'il y a des choses qui avancent? Par rapport au jeu, para Oui, par rapport au jeu para, est-ce que tu as l'impression que tu disais, tu espères qu'après les jeux, il va y avoir des choses qui vont bouger? Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a déjà des choses qui se mettent en place pour valoriser Oui, le para? enfin oui et non. Après, la semaine olympique et paralympique, pardon, se mettent en place. Après, on sent vraiment que les JO de Paris, il y a un engouement derrière. Ouais. Il y a un engouement derrière, voilà. Et c'est vrai que les paras, enfin au niveau du parabad, en tout cas, on sent que c'est vraiment une envie pour tout le monde. Voilà, c'est vrai qu'on a un collectif qui est uni, et qui, même si d'autres ont plus de chance, même si certains ont plus de chance d'y aller que d'autres, pardon, mais on sent qu'on avance vers le même objectif en tout cas. Après, en termes d'accessibilité, c'est ce qui, je pense, va bloquer. Voilà. Je regardais un reportage l'autre fois sur
aux Jeux citoyens, la nouvelle émission qu'ils ont fait là, France Télévisions, et il n'y a que, à Paris, il n'y a que, je crois que c'est 10 ou 20% du réseau, Ah oui, oui, j'avais vu ça. du oui. réseau Qui est adapté de aux transport en personnes commun situation de qui handicap. est adapté pour les personnes en situation de handicap. Oui, et bien, allons-y. Je pense qu'on va rigoler. Ça va être un petit problème. Alors même s'ils veulent mettre des taxis à disposition rien que pour les paras, je pense qu'à ce niveau-là, ça va bloquer. Ouais, donc il reste quand même. Il quelques reste, chantiers à mener. il reste du... Enfin, il y a une évolution certaine à apporter qui se fera pas du jour au lendemain. Et du coup, pour terminer, toi, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à nos auditeurs? Merci déjà, merci à toi de m'avoir permis de réaliser cette interview-là et que tout simplement de se dire, alors je vais parler aux auditeurs para et handicapés, voilà, encore une fois que le handicap n'est pas un frein et qu'il faut que vous en fassiez une force. Et que voilà, au jour d'aujourd'hui, à titre personnel, ben, je suis très content dans ce que je fais, voilà, en termes professionnels comme en termes sportifs. Et que voilà, le projet, c'est d'aller le plus haut possible. Alors, Paris, ça va être très compliqué, mais voilà, l'idée, c'est de, comme je le disais tout à l'heure, d'aller dans le top 20. Si je fais top 20, déjà, c'est bien, et de participer au moins à un championnat du monde Avant d'arrêter. avant d'arrêter. Oui, mais après, je vais pas arrêter tout de suite. je vais pas arrêter tout de suite, je suis encore jeune, et tout est relatif. Et chez nous, l'avantage, c'est que le para n'a pas d'âge. Je vais le dire comme ça parce que c'est un petit peu comme le bon vin. On prend avec l'âge. J'ai un collègue qui est en fauteuil, qui a la quarantaine. Je ne vais pas dire son âge exact parce que je ne l'ai pas, mais qui a été champion du monde en 2013 et qui aujourd'hui est en liste pour aller à Tokyo. Voilà, donc, À Paris. À Paris, pardon. Ouais. Mais qui était à Tokyo et qui est en course pour aller au JO de Paris et qui est bien parti. Bah, on va te souhaiter la même trajectoire. Du coup, il y a les JO à Los Angeles. Peut-être qu'on te retrouvera là-bas. J'espère, pourquoi pas. Vamos. Yes. Bah, merci beaucoup Thomas pour cet échange et à très bientôt. Merci à toi. Yes.